Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de géographie pour les élèves de 3e, donc sur les espaces productifs et leurs évolutions. Donc, cours du thème 1, chapitre 2, et donc on va voir ensemble ce que vous devez retenir pour le brevet. D'abord, savoir définir ce qu'est un espace productif. Donc, un espace productif, c'est un espace aménagé et mis en valeur pour une activité économique. C'est donc un espace dans lequel on va produire soit un bien, donc quelque chose de tangible qu'on peut toucher, soit un service, quelque chose d'intangible qu'on ne peut pas toucher. Il y a 3 secteurs à connaître. Le secteur primaire, donc le secteur primaire, c'est l'agriculture, la pêche, l'exploitation des ressources naturelles. Le secteur secondaire, donc c'est principalement l'industrie et la transformation des matières premières. Et puis enfin, le secteur dans lequel le plus de personnes travaillent en France, le secteur tertiaire, donc c'est le secteur des services. Donc par exemple un commerce, par exemple un espace touristique. Alors pour les espaces productifs, donc vous aurez probablement, hein, si ça tombe au brevet, des études de cas, mais vous pouvez avoir aussi dans les documents des cartes dans lesquelles vous devez replacer, par exemple, les types d'espaces productifs. Là, c'est une carte qui représente les espaces agricoles en France. Donc la France est une grande puissance agricole au niveau européen, alors première ou deuxième selon les années. Donc ce que vous devez savoir ici, c'est repérer les différentes zones agricoles en France, distinguer d'abord les zones productivistes et les zones qui sont moins intensives. Donc les zones productivistes, c'est là où on produit en masse. Donc vous avez les grandes cultures céréalières, donc qui sont situées au nord, dans le bassin parisien, à l'est. Vous avez l'élevage intensif de porcs, de volailles, de lait en Bretagne. Donc tout ça, c'est de l'agriculture productiviste. On produit beaucoup et pas simplement pour le marché en France, mais aussi pour les exportations, c'est-à-dire qu'on vend à l'étranger. Vous avez ensuite les élevages extensifs ou les polycultures, où là, on est moins dans la production intensive. Ça correspond notamment au Massif central, certaines zones montagneuses et puis une partie du sud-ouest de la France. Et puis enfin, vous avez donc des cultures spécialisées. Alors ici, ce qui est représenté principalement, c'est les vignobles. Donc par exemple ici, hein, le Bordelais, ici la production de champagne. Donc là aussi, hein, c'est de la production assez intensive. On exporte beaucoup de vin, de champagne en France, dans le monde entier. Voilà, donc déjà la base, hein, savoir replacer ces différents espaces. Alors, exemple de production intensive, l'agriculture productiviste en Bretagne. Donc, par exemple, hein, les élevages de volailles où on va produire en masse de la volaille qui sera notamment exportée à l'étranger. Donc là, ce que vous devez savoir dire et repérer dans les documents, ici, hein, typiquement, vous aurez par exemple une image d'un élevage intensif et puis, par exemple, un document avec des chiffres sur le nombre de têtes de volaille produites, où est-ce que l'on vend, à quel pays, par exemple. Donc là, ce serait, dans un premier temps, de montrer les aspects positifs d'un point de vue économique. Hein, l'agriculture productiviste crée de l'emploi, crée des richesses et on vend beaucoup de produits français à l'étranger. Et puis après, être capable de montrer aussi les conséquences environnementales. Donc, la production intensive génère de la pollution de par les produits utilisés dans l'agriculture intensive. Donc, par exemple, sur le littoral en Bretagne, vous avez une forte pollution au nitrate qui va générer des algues vertes qu'on retrouve sur les plages bretonnes, par exemple. Donc,
à chaque fois, vous aurez forcément ce type de document-là où vous devez montrer, à la fois, bah, le modèle productiviste et ses conséquences, notamment, négatives sur l'environnement. Alors face, à cette agriculture productiviste qui cause des dégâts dans l'environnement, on a mis en place, progressivement, et c'est pas terminé, une agriculture plus durable. Donc la notion de durabilité, donc ça vient directement du développement durable, hein. C'est l'idée qu'on va continuer à produire, mais on va produire mieux, d'une meilleure qualité et surtout de manière plus respectueuse de l'environnement. Donc on met en place ce qu'on appelle des labels qui permettent de certifier que les productions, sont conformes, à ces objectifs, un de qualité et 2 de durabilité. Donc vous avez par exemple, alors c'est pas nouveau, hein, les labels, AOC, AOP, donc appellation d'origine contrôlée, pour, protéger le savoir-faire et le terroir, dans chaque région, hein. Donc bah, il faut que les produits soient produits directement dans la région pour avoir, l'autorisation, d'avoir, ce nom-là, voilà. Bah, c'est l'exemple du champagne, hein, le champagne, heu, ne peut s'appeler que champagne normalement, les bouteilles qui sont produites, dans la région champenoise. L'agriculture bio, donc l'agriculture biologique, c'est une agriculture, qui, utilise, moins d'engrais chimiques, par exemple, qui est plus respectueuse de l'environnement, et donc ce label, certifie une agriculture, biologique. Ça répond, à des normes, mais ça répond aussi à une nouvelle demande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent consommer, plus, bio qu'auparavant, et donc on a créé un label, pour, certifier. Label rouge, par exemple, pour les viandes de qualité supérieure. Il y a différents types de labels. Retenez quelques exemples. Vous pouvez aussi tomber sur un document qui montre la transformation, de l'agriculture face, à l'évolution des consommateurs, hein. Les consommateurs préfèrent manger peut-être un peu moins, et un peu plus cher, du moment que c'est de meilleure qualité. Donc, il y a la question aussi de la santé, tout simplement. L'alimentation, c'est une question de santé publique. Voilà, donc pour les espaces agricoles, savoir, repérer les zones sur la carte, savoir distinguer agriculture productiviste d'agriculture, biologique, par exemple, et puis, savoir montrer les conséquences négatives sur l'environnement. Le secteur industriel, donc qui a subi de grandes mutations. Alors avant, hein, fin 19e, début 20e siècle, l'industrie, c'était, dans ces régions-là, hein, plutôt dans le nord, et l'est de la France, tout simplement, bah, parce que les industries s'installaient là où était située la matière première et en particulier, le charbon. Hem, à partir des années, 70, il y a une forte désindustrialisation en France. Donc la désindustrialisation, c'est le fait que, bah, les usines tout simplement, ferment leur activité, soit parce qu'elles vont, se délocaliser. Donc ça, c'est avec la mondialisation. Avec la mondialisation, donc l'essor du commerce à l'international, vous avez des productions qui étaient réalisées en France, qui sont, partis s'installer à l'étranger parce que la main-d'œuvre était moins chère. Donc d'abord, ça a été les productions simples, hein, par exemple le textile, donc la fabrication de vêtements. Vous pouvez regarder, hein, sur vos vêtements les étiquettes, vous aurez rarement du made in France. Tout simplement, bah, parce que ce sont des productions faciles et la main-d'œuvre est moins chère ailleurs. Donc à partir des années 70, ces industries-là, elles ont fermé et puis il y en a d'autres, bah, tout simplement parce qu'on a changé par exemple d'énergie, donc bah, le charbon, hein, notamment, la plupart des mines, ont fermé leurs portes, dans ces années-là. Donc ici, ce sont des régions, bah, qui ont perdu quasiment,
toute leur industrie. Les nouvelles industries, elles se sont développées, bah, et faire le lien avec le chapitre précédent dans les grandes autour des grandes métropoles, et puis au sud, d'une ligne qui va de la Normandie jusque Lyon, donc notamment autour de grandes technopoles, puisqu'aujourd'hui c'est surtout de l'industrie de haute technologie. Et donc, les espaces attractifs pour ces industries-là sont plutôt situés dans cette zone-là et puis la région parisienne. Pourquoi? Bah, parce qu'on y retrouve la main-d'œuvre qualifiée, parce que les écoles d'ingénieurs, par exemple, sont là-bas. Alors, en cours de géo, vous avez peut-être fait une étude de cas sur Toulouse et Airbus, l'installation d'Airbus à Toulouse, donc l'industrie aéronautique. Donc là, c'est vraiment de la très haute technologie, hein. Il y a très peu de pays qui sont capables de fabriquer des avions. Alors, il n'y a pas que les avions à Toulouse, hein. Il y a l'aérospatiale aussi. Donc, on fabrique aussi, par exemple, des satellites, des composants pour la fusée Ariane, etc. Donc, toute une industrie de haute technologie s'y est installée. Et donc, des grandes écoles, ça fait une véritable technopole qui attire bah, les gens qui veulent travailler dans ce secteur-là. Donc, l'industrie en France s'est beaucoup concentrée là-dessus, même si ces dernières années, il y a une politique de réindustrialisation qui fait suite notamment bah, au Covid, hein. Durant le Covid, on s'est rendu compte qu'on ne produisait plus grand-chose en France. Alors la France est la quatrième puissance industrielle de l'Union européenne actuellement. Donc là, retenez la localisation. Donc ici, on est dans des espaces plutôt désindustrialisés. Alors, j'ai entouré Paris, je ne devrais pas entourer Paris, on va faire comme ça. Désindustrialisation et reconversion. Donc, c'est les anciens bassins miniers et textiles et les nouveaux espaces attractifs, donc, sont situés plutôt ici et puis Paris, bien entendu. Voilà, donc en général, voilà, sur les espaces industriels, on prend le cas de l'Aerospace Valley. Donc, l'Aerospace Valley, c'est ce que je viens d'expliquer précédemment. On a créé un pôle de compétitivité, pour le coup, mondial, où on y retrouve une grande industrie qui s'est installée, c'est Airbus. Et donc, à partir de là, bah, il y a plein d'autres industries du même secteur qui viennent s'installer là parce qu'ils savent que bah, si Airbus est là, c'est qu'il y a la main-d'œuvre qualifiée nécessaire aussi. Des centres de recherche, bien entendu, qui s'installent autour de ces industries. Donc, il y a ce qu'on appelle de la recherche et du développement. Et puis, bah, les écoles pour former les gens qualifiés, les ingénieurs qui vont pouvoir faire tourner cette industrie. Voilà, donc retenir où s'installe l'industrie aujourd'hui. Donc, je viens d'évoquer donc dans les technopoles. Donc, c'est le cas des métropoles comme Toulouse. Mais j'aurais pu prendre aussi Paris, hein, évidemment. Grenoble, on peut prendre aussi le cas de Nice, hein, avec Sophia Antipolis, donc qui est aussi une zone avec de l'industrie de haute technologie, des écoles, etc. Donc les technopoles et puis les ZIP, donc les zones industrialo-portuaires, donc notamment bah, Le Havre, mais on peut citer aussi Fos-sur-Mer, Dunkerque, Marseille aussi, ou qui vont répondre donc à des besoins d'importation et d'exportation des différents produits. Donc sur la carte, savoir placer des technopoles, savoir placer des ZIP. Maintenant, parlons du secteur tertiaire qui est devenu le secteur principal et de loin dans l'économie française. C'est 78% de la population active. Donc, population active, hein, je rappelle, les actifs, ce sont les personnes qui travaillent ou qui sont en capacité de travailler. Donc,
78, hein, c'est énorme, et 80 de la richesse nationale. Donc, à partir du milieu du XXe siècle, on a eu ce qu'on appelle une tertiarisation de la société. Alors, ça répond à notre société actuelle de services, de consommation. Et donc, ces services, on les retrouve où? Bah, principalement dans les grandes aires urbaines. Là, je vous renvoie au chapitre précédent. On remarque également que bah, l'agriculture euh, a été en baisse constante hein, depuis les années 1800. Ça s'explique très simplement hein, par des gains de productivité avec les machines. Voilà, donc là où il fallait 10 ouvriers agricoles, maintenant on a une moissonneuse-batteuse. Donc la machine, la mécanisation de l'agriculture fait qu'aujourd'hui, bah, il y a à peu près 2% de la population active qui travaille dans le secteur agricole. Et puis pour l'industrie, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc à partir des années 70, on a une désindustrialisation qui est liée notamment à la mondialisation, mais pas que. Sur la partie des secteurs des services, vous pouvez être amené à traiter d'un espace touristique. Donc, bah, par exemple, Disneyland, hein, qui est le site le plus visité en France. Donc, vous pouvez tomber sur Disneyland. Et donc là, bah, il faut notamment expliquer. Vous pouvez avoir un document sur l'évolution de Marne-la-Vallée. Hein, Disneyland, c'est situé à Marne-la-Vallée, donc en périphérie de Paris, et donc d'expliquer pourquoi en fait on a installé Disneyland ici, bah, parce que on est dans une zone où transite beaucoup de monde, hein, Paris évidemment, ville mondiale, et puis bah, parce qu'il y a des axes de transport qui permettent d'y accéder facilement avec les aéroports internationaux, puis les lignes à grande vitesse où les gens de toute l'Europe peuvent arriver notamment. Donc Disney, hein, c'est 56 000 emplois directs et indirects, hein, donc c'est énorme. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est première destination touristique d'Europe, euh, que bah, ça s'est transformé en un véritable hub mondial, hein, donc une forte zone d'influence et beaucoup d'emplois qui sont créés. Plus généralement, la France est la première destination touristique mondiale, plus de 100 millions de visiteurs en 2025. Donc, premier pays dans le classement des euh, touristiques. Donc après, bah voilà, là aussi, vous pouvez avoir une carte où on vous demande de replacer des espaces touristiques, pourquoi pas. Donc, euh, les espaces de tourisme culturel comme Paris, mais je viens de montrer qu'il y avait aussi des lieux de divertissement, donc comme Disney. Vous avez bien sûr le tourisme balnéaire sur la Côte d'Azur, côte atlantique, et puis même ici, hein, ça se développe aussi. Le tourisme vert qui se développe bah, justement dans cet espace de la diagonale du vide qui met en avant des espaces naturels plus préservés. Et puis bah, le tourisme blanc, le tourisme de sport d'hiver, bah, qui souffre hein, forcément du changement climatique. Donc là, voilà, faut savoir distinguer différents types d'espaces. Et puis, pareil, à chaque fois expliquer bah, les impacts économiques et les conséquences qui peuvent être négatives sur l'environnement. Voilà, donc vous pouvez avoir aussi à réaliser un croquis ou à compléter une carte sur les espaces productifs, donc avec savoir replacer les métropoles. Alors ça peut être aussi des technopoles, mais ça va correspondre aux métropoles, hein. Vous avez bien compris que les technopoles, donc ces espaces de haute technologie dans lesquels on va retrouver industrie, école, recherche et développement, bah, ils sont situés autour des grandes métropoles. Donc, savoir situer les espaces agricoles comme on l'a situé tout à l'heure, les zones en reconversion industrielle, les espaces dynamiques de haute technologie.
Alors, pour conclure, donc une intégration inégale, hein, sur, les espaces, productifs. Donc vous avez les espaces qui sont intégrés à la mondialisation, sont les métropoles, les littoraux avec, notamment le tourisme et puis, l'agriculture spécialisée ou l'agriculture intensive. Et puis vous avez des espaces qui sont un peu plus en marge de cette mondialisation avec, la diagonale du vide, les zones rurales isolées et les anciens bassins industriels. Voilà, alors là, c'est un cours très succinct, c'est un résumé. Évidemment, tout ça est développé quand vous êtes en cours avec vos profs, mais ça vous permet au moins là de faire le tour et de savoir ce qu'il y a à retenir pour le brevet.